Nouveau contrat producteur, transformateur, distributeur pour sauver l'agriculture française. Alors moi, je suis désolé d'être un peu poil à gratter, mais ça m'a beaucoup questionné quand On même, va hein. essayer finalement de travailler dans l'intérêt général. On va certainement développer nos boutiques, mais en prenant le problème par un autre bout. Et on n'est pas dans la négociation, on est dans la compréhension des sujets. J'aimerais qu'on parle quand même des projets qui sont en cours, hein, puisqu'on a fait un petit état des lieux des contrats, on a parlé de ce qui était fait, notamment en B2B. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous développez de nouveau, d'intéressant pour développer cette valeur durable, créer de la valeur durable en tout cas, dans les contrats que vous menez? Peut-être Laurent Franconi sur U. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui de nouveau et d'intéressant et les projets sur lesquels vous travaillez, grâce peut-être à la chaire, hein? Oui, deux choses. Grâce à la chaire et avec notamment avec le groupe Avril, où on a passé un peu de temps à essayer de trouver ensemble, si on parle de la filière tournesol puis huile, comment on pourrait travailler. On a vu dans les différents types de contractualisation, la contractualisation amont peut être quelque chose de courant, hein, entre le monde industriel et le monde agricole. En aval, je l'ai présenté comme exemple, entre un distributeur qui fabrique des produits à sa marque ou qui fait fabriquer des produits à sa marque et un industriel, on y arrive. Le plus compliqué, c'est quand vous avez un distributeur qui a une marque forte et un industriel qui a une marque forte. Pour ça, il faut retrouver dans la chaîne, dans toute la chaîne, il faut retrouver de la valeur. Si la valeur reste juste la multiplication du volume par le prix sur un produit standard, vous n'arriverez pas à recréer de la valeur et vous serez sur les obstacles qui ont pu être décrits à l'instant. On ne fera que de la massification. Là, on a commencé à essayer de chercher quelque chose de nouveau, donc de repartir. On repart du champ, de la géolocalisation du champ, du lieu où va être triturée la graine, puis après du lieu où se trouvent les entrepôts de système U, puis après du lieu où se trouvent les magasins, pour essayer de voir si il existe une chaîne de valeur qui pourrait avoir du sens quand on veut traduire une notion de local, par exemple. Pour voir si, au travers des différents flux qui peuvent se créer, de la graine jusqu'au magasin, eh ben, on arrive à faire de l'optimisation qui permettrait de créer une autre valeur. Et voir si, à la fin, elle peut se répartir autrement. Donc c'est l'avantage de repartir de zéro, je dirais presque en chambre, de faire travailler au sein de la chaire des gens qui essayent de réfléchir sur ce que c'est que de l'huile, ce que c'est que de l'huile pour un client et quelle valeur on pourrait lui accrocher en plus de celle qu'on a accrochée aujourd'hui, de telle manière à trouver cette nouvelle valeur et du coup peut-être cette nouvelle forme de répartition de la valeur. On part de rien. On a mis un an à discuter, à sortir des données, à essayer de voir s'il y avait des logiques territoriales d'achat de nos magasins. Et au fur et à mesure, petit à petit, on est en train d'essayer de trouver un sujet sur lequel l'univers global d'Avril peut répondre à l'univers global de U pour trouver quelque chose à faire en commun, alors qu'au départ, je suis assez cash, quand on a commencé à travailler et à parler huile U, huile de sieur, tant qu'on est sur ce sujet-là, c'est difficile de trouver un territoire commun parce qu'on est dans l'opposition des marques et dans le schéma traditionnel. Donc d'abord sortir du schéma traditionnel et après trouver la valeur et après voir comment la modélisation SDSC peut nous aider à la répartir. Michel Boucli, il faut sortir du schéma traditionnel alors pour ces nouveaux contrats? J'entends avec plaisir qu'apparemment les collègues ont réussi. Donc, alors maintenant, je serai vraiment sécurisé comme je l'aurais vu en magasin. Chez U, hein, bien sûr, c'est là où je vais. Non, bon, ce qui est assez extraordinaire, vous ne vous rendez pas compte de ce que sont les relations habituelles entre les fournisseurs, la grande distribution, surtout on sort là de la phase de négociation. Jérôme, il sait très bien ça. C'est complètement singulier de dire bon on va essayer finalement de travailler dans l'intérêt général, on va certainement développer nos boutiques mais en prenant le problème par un autre bout et on n'est pas dans la négociation, on est dans la compréhension des sujets et comme le disait Laurent au début, nous exposer depuis le producteur jusqu'à notre usine tout ce que sont nos secrets de fabrique, etc. avec on a une position très dominante sur ces marchés, évidemment. Donc, on a, j'espère, un certain nombre d'expertises qu'on n'a pas du tout envie de partager. C'était une vraie révolution.
En même temps, on s'est dit, les marques ont besoin d'enrichir leur contenu. Il y a une approche sociétale pour un groupe comme le nôtre qui réinvestit tous ses profits. Il faut qu'on arrive à y répondre, et notamment pour nous qui sommes sourcés dans le territoire français, parce qu'on comprend que la demande sociétale est en partie faites-nous du français, ou garantissez-nous que c'est du français. Et on s'est dit, au-delà du français, peut-être qu'il y a une opportunité dans la région. Alors nous, on a une très grosse unité à Dunkerque. Alors, le tournesol de Dunkerque, ça va pas le faire. C'est super important. Bon, par contre, on a une très grosse usine aussi à Bordeaux. Donc, vous voyez où est-ce qu'on pourrait imaginer des choses intelligentes, où bon, il va y avoir des surcoûts, comment on peut les minimiser, et est-ce que ça signifie à quelqu'un en Aquitaine de trouver un produit qui soit régional sous une dénomination d'une grande marque nationale et proposé, mis en avant par une boîte de distribution dont c'est l'ADN de pousser à du local. Bon, je trouve que c'est un sujet magnifique. Honnêtement, je ne suis pas certain que derrière les bonnes fées autour du berceau de la chair, on est un enfant qui se développe parce que c'est compliqué, parce qu'on n'en a pas fait la preuve aujourd'hui. On espère qu'on vous restituera des choses qui auront franchi un cap de plus d'ici un an. Mais vous voyez le type de sujet qu'on peut travailler, et il n'y a aucune instance où, dans l'agroalimentaire, on se parle de cette façon entre les producteurs agricoles, les industriels et la distribution. Donc, si ça ne débouche pas forcément sur quelque chose de concret dès demain, au moins, ça aura cette vertu-là. Ben déjà, on s'est donné les moyens que ça puisse marcher, et vous voyez qu'on travaille sur un concept territorial, d'aller plus loin dans le territoire. Il faut encore comprendre si ça parle aux citoyens, aux consommateurs. Est-ce qu'à Bordeaux, ça lui dit que on a fait 130 millions d'euros d'investissement sur une usine à Bordeaux? Bon, a priori, pour les gens, quand ils doivent faire leur choix d'une huile par rapport à prendre quelque chose de banalisé, est-ce que ça n'a pas du sens pour eux d'avoir un tournesol de cette région avec un employeur de la région? Je pense qu'il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Autrement, c'est qu'on est mauvais. Donc on va y arriver. François Després, on parlait en préparant cette réunion, on parlait du collaboratif, et là on parlait des échanges d'informations, du confidentiel, du fait qu'on avait des secrets de fabrication, etc. Est-ce que ça aussi, les nouveaux contrats, ça n'appelle pas une certaine révolution dans l'approche des échanges? Et là, on est au cœur de votre sujet à vous, aussi. Oui, après, on peut. Là aussi, il se passe quand même pas mal de choses. Moi, je crois beaucoup au fait que de plus en plus les entreprises trouvent des modes de collaboration comme celui qui est exprimé ici. Voilà. Un mouvement, comme si c'était un mouvement de réinternalisation de certaines compétences. C'est vrai que les entreprises ont beaucoup externalisé un certain nombre de choses, mais je crois beaucoup à la possibilité qu'il y ait une logique collaborative. On parle beaucoup d'économie collaborative, et je pense que les entreprises, enfin nous on le constate, elles viennent chez GS1 pour essayer de trouver des solutions communes à leur marché, sur des choses parfois assez élémentaires de standard, mais quand on partage de l'information, il faut être sûr qu'on le fasse, alors je redis une litote chez nous, mais qu'on le fasse dans le même langage, qu'on partage la même information au même moment, de manière synchronisée, et pour se synchroniser, il faut quand même un minimum travailler ensemble. Donc ça, c'est un constat. Moi, j'aime bien ce concept de dire qu'il y aura des démarches effectivement B2B en mode collaboratif, empreinte de long terme, et il me semble que ce qui rend possible ça, c'est de plus en plus cette mise à disposition de beaucoup alors je vais parler plutôt de dimension numérique, mais à mon avis, le numérique met ça, c'est-à-dire que ça soit sous forme de plateforme ou de partage d'informations, notamment dans des logiques de traçabilité, on voit immédiatement l'énorme falaise que représente l'information et le partage d'informations. Donc du coup, moi, je crois beaucoup au fait que les entreprises acceptent une forme de lâcher-prise, de partager de l'information. Alors bien entendu, elles en garderont beaucoup pour elles, mais elles essaieront aussi d'en partager, de créer, d'enrichir de l'information en connectant celle dont elles disposent avec... parce que pour faire du local, pour connecter un consommateur avec un produit, mine que rien, il faut quand même partager de l'information, il faut que le consommateur ait accès à l'information sur le produit, il faut que l'information sur le produit soit construite, et que pour faire tout ça, avec tous les intermédiaires qu'on connaît, on est bien obligé à un moment donné d'être dans ce mode collaboratif. Donc
Et le gros de ce qu'on voit dans dans l'économie numérique, dans ce qui se dégage, cette dimension collaborative, qu'elle soit plus ou moins mercantile selon comment elle est appréhendée. On peut parler de Uber ou de Airbnb ou de choses comme ça. Toujours est-il qu'à un moment donné, il y a une mise en commun quelque part. Et il me semble que parmi les choses qu'on peut construire de manière très intéressante dans l'avenir, je ne sais pas si c'est un contrat, mais j'entends, moi, dans ce qui est dit de la possibilité d'un contrat. L'impossibilité d'un contrat repose sur un engagement à long terme entre deux parties. Et en partie, ça veut dire qu'on accepte d'une certaine manière un peu de lâcher prise et de faire confiance à l'autre. D'accord ? Je ne veux pas faire du Darty, mais d'une certaine manière, voilà, il y a une dimension de confiance qui doit s'instaurer. Et la confiance, elle veut dire que tu me donnes quelque chose et je te donne quelque chose. Et je pense que l'information sera indéniablement le terreau de ça. Et je pense que c'est ce qu'on expérimente beaucoup dans la chaire. C'est la capacité, il y a certains travaux qui sont menés par certains thésards, des thésards surtout, sur le fait qu'on se partage une information et qu'on essaye d'avoir une analyse sur tout le long de la chaîne. Et je pense que ça fera des petits, peut-être que ça fera pas des petits opérationnels tout de suite, mais conceptuellement et dans l'intelligence qu'on y met, indéniablement, c'est dans l'air du temps et ça va se matérialiser un jour. Alors Michel Boucli, Laurent Fanconi, sur cet aspect contrat de confiance collaboratif, je ressors le clem de Darty. Ils l'ont abandonné d'ailleurs, le contrat de confiance, donc c'est pas si simple. Et puis après peut-être Alain Chapdaniel pour conclure peut-être sur les travaux actuels et les perspectives, et puis après on laissera la place aux questions s'il y en a dans la salle. Juste contrat. Moi je dirais que j'étais pas trop d'accord avec le titre de la chaire qui parle de sauver l'agriculture par les contrats, etc. Bon, c'est un non-sens total. Ça n'a pas cette ambition. Je pense qu'on a recentré le débat sur ce qu'on peut faire, apporter plus de valeur, etc. Et le contrat, il est particulièrement nécessaire, mais particulièrement difficile dans ces temps de volatilité. C'est-à-dire, ce qui a énormément changé, c'est la rapidité à laquelle les matières premières bougent. Et donc, ce qui était gagnant à la minute d'avant et peut être une catastrophe. Et donc, comment on arrive à donner de la durée pour être franc, c'est pas quelque chose qu'on a trouvé aujourd'hui. On évoque ce mot incantatoire, un peu le contrat, comme la solution à tous nos maux. En cette période de volatilité, il reste quand même à imaginer des choses. Ce qu'on est capable de faire, c'est des éléments de différenciation qui sont garantis par, et c'est quand même un contrat, un certain niveau de contrat, par un engagement long terme. Ça on a su le faire, et avec de la création de valeur, du premium, etc. En revanche, le vrai sujet auquel est confronté notamment l'éleveur, c'est qu'il est pris en tenaille entre des matières premières végétales qui bougent très très vite, et puis le prix de la viande. Et là, avoir, je dirais, une capacité dans la filière à lisser les choses, c'est-à-dire à être parfois gagnant, parfois perdant, moi je ne l'ai pas vu expérimenter, donc il faut être modeste. Donc les contrats dans la durée, c'est possible, un premium c'est possible. Après, véritablement mitiger la volatilité, j'ai rien vu de tel à ce jour, et c'est un sujet pour la distribution. Année de la chaire. C'est un sujet pour la distribution aussi, un petit peu, Laurent Fanconi. Du coup, juste deux remarques. Bien sûr, la relation U-Terrena est encadrée par un contrat. Aujourd'hui, on essaye de travailler au sein de la chaire à côté, parce que vous imaginez bien que le modèle qui s'est créé, qui certes est un modèle qui prévoit du partage de valeur, n'a pas tout prévu. Donc je pense que la force, notamment au sein de la chaire, c'est de retravailler le sujet à côté pour redessiner... le sujet déjà existant. Voilà, un sujet déjà existant et dans une relation commerciale bien existante, avec les difficultés quotidiennes de la relation commerciale. Surtout, le sujet que je voulais aborder, c'est celui de la traçabilité. Parce que l'Europe nous a inventé en 2002 une traçabilité réglementaire pour garantir la sécurité alimentaire. On a travaillé à l'époque avec GS1. On a essayé notamment de travailler avec l'amont agricole. Ça a été très très compliqué parce que ça se traduisait pour l'amont agricole que par des normes, de l'exigence supplémentaire, des coûts de l'investissement. Bon, en plus, à part une étiqueteuse et des étiquettes, on n'avait pas beaucoup, il n'y avait pas les moyens des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Et donc, c'était difficilement compréhensible pour le monde agricole.
Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est, au travers de ces contrats, c'est d'une autre forme de traçabilité. La traçabilité commerciale, entre guillemets, celle qui va permettre de valoriser des actions particulières d'une chaîne de production de valeur. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on retravaille aujourd'hui pour éviter de devoir tout encadrer par un contrat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un contrat n'est là juste pour mettre dans le marbre ce qui a été défini par, en général, 2 opérateurs, rarement plus. Compliqué, dès que c'est plus, on est vite taxé d'entente, qu'elle soit horizontale ou verticale. Donc la traçabilité sera certainement le support d'une nouvelle forme de contractualisation, peut-être un peu plus souple, qui fasse qu'on évite de parler que de durée dans un contrat, puisque effectivement la première manière de parler de la contractualisation, ça a été de dire on va essayer de donner de la visibilité aux producteurs sur 3 ans plutôt que sur une année. On va vite atteindre les limites de ce genre de contractualisation. François Després, vous partagez traçabilité? Oui, enfin moi j'imagine. Si je suis c'est ce qu'on disait en préparant. C'est pour la question était que vous me posiez, c'était est-ce que c'est quoi les contrats chez GS1? Pour moi, le premier contrat de GS1, c'est de faire un standard. Donc le standard en soi est une contractualisation effectivement multipartite où on s'entend sur quelque chose, un socle sur lequel après on travaille intelligemment. Je suis entièrement d'accord. Bon, voilà, c'est là où il y a un mode collaboratif obligatoire, c'est-à-dire que s'entendre sur un dénominateur commun, je ne sais pas si c'est un contrat, parce que effectivement, peut-être qu'il faut revoir la question de contrat. En tout cas, c'est un accord entre un certain nombre de parties sur une manière de fonctionner, sur des bases techniques et technologiques partagées, et un standard, bêtement, qui est le socle sur lequel les acteurs vont bâtir demain des outils. Et je suis d'accord, la réglementation à ce site particulier qu'elle impose qu'elle nous fait faire des figures imposées, où parfois on pourrait peut-être faire un petit peu mieux au passage. Alain Chapdaniel, est-ce que toutes ces évolutions, tous ces constats, ça vous renforce j'imagine, dans l'objet de la chaire, mais est-ce que ça vous inspire aussi? Oui, ça m'inspire beaucoup. Je voulais revenir simplement sur le fait que la contractualisation n'est pas un objectif de la chaire. En tout cas, c'est pas le premier. C'est plutôt un aboutissement. Et c'est ce qu'il faut réussir, c'est pas les contrats. Ce qu'il faut réussir, c'est la modélisation et la création commune d'un modèle entre tous les acteurs. Et quand on aura réalisé ce sur quoi on travaille, que ce soit d'ailleurs sur la filière porcine qui existe déjà et donc sur lequel on peut s'appuyer avec des données chiffrées et pouvoir proposer donc un modèle de fonctionnement et d'optimisation de relations en gérant conjointement la demande et la supply chain, ou réinventer complètement autour d'une huile régionale, puisque là il n'y a rien qui existe en tant que tel entre Avril et Système U. Mais le point intéressant, c'est bien cette modélisation et qui cherche à lutter justement contre la volatilité de plus en plus grande des matières premières et des produits intermédiaires. Et l'idée, c'est de se déconnecter de cette volatilité pour pouvoir proposer, alors rechercher notamment par exemple de la circularité sur les produits de manière physique, ou de la circularité virtuelle par justement des accords et un modèle d'échange et de flux avec plus que simplement deux acteurs. Donc on a vraiment cet objectif de construction de ce modèle qui va pouvoir définir, si tout le monde est d'accord, des prix de cession aussi, qui vont être fonction de l'extérieur et du comportement de chacun et des performances de chacun. Et la contractualisation, à la fin, c'est simplement, je dirais, la possibilité de pérenniser cette relation et de faire référence à cette relation au travers d'un modèle, par exemple. Et pourquoi on a commencé à travailler dessus et on a mis le thème de cette table ronde en parlant de nouveaux contrats, parce que actuellement on est très pauvre quand on veut faire une contractualisation entre tous les acteurs et quand on veut notamment impliquer des distributeurs avec des industriels, des transformateurs et le monde agricole, on a très souvent des problèmes d'entente. Donc on a fait un premier travail dans le cadre de la chaire pour arriver à
à mettre sur pied une façon de contractualiser, parce que ce que l'on se disait, c'est si on est en train de discuter autour de la table et d'inventer une nouvelle façon de travailler ensemble, si derrière on n'arrive pas à la pérenniser par des contrats, ou si l'État français ou l'Europe nous dit c'est une situation d'entente et on vous taxe et puis arrêtez tout, on aura perdu tout le travail que l'on aura fait. Et là, c'est une problématique qui est assez importante. La législation, pour l'instant, n'est pas en phase avec la volonté de travailler de manière collaborative au niveau de l'ensemble d'une filière. Donc, la réflexion sur les contrats, c'est d'une part de dire on a trouvé une solution pour pouvoir contractualiser si on arrive bien à mettre sur pied le modèle dont on parle. Et sur l'huile, c'est ce que on travaille d'arrache-pied, également sur le port, mais c'est un peu plus facile sur le port parce qu'on part d'un système existant. Donc si on arrive à faire ce modèle-là, que l'on puisse contractualiser derrière. Mais la question de l'évolution de la législation est posée vis-à-vis de la nouvelle économie. Je veux dire, quand on voit un juriste, on dit pas plus de 2, sauf que tout ce qui se passe maintenant dans la nouvelle économie, il y a toujours plus de 2 personnes et il y a bien une forme de contractualisation. Donc il y a un chantier qui s'ouvrira, mais je suis d'accord, c'est pour la deuxième phase de la chaire, le renouvellement de la chaire. Là, on va trouver les solutions au niveau des modèles et puis l'année prochaine, je pense qu'on pourra vous donner des résultats concrets sur ces aspects-là. C'est sûr que c'est un gros sujet, cette question de l'entente par entente, et ça pose un vrai problème, mais depuis de longue date, hein, c'est pas aujourd'hui. Merci à tous. Je vais laisser un peu de place aux questions.